Ok. Je voulais juste revenir sur la diapo. Pendant ce temps-là, je voulais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invitée. Je suis très flattée. Cette image. Ouais, je voulais vous montrer ça, c'est Salomé Toto dessinée. Donc, je voulais revenir dessus. Du coup, merci à tous et toutes dans les organisations, la Fédé, de m'avoir fait confiance et puis le travail de nous accueillir et puis de vous tous d'être venus là en fait, parce que ça fait trop plaisir. Un sujet qui intéresse et ça fait beaucoup de bien d'en entendre parler. Moi, je suis pédopsie libérale, remplaçante, voilà, un peu volante quoi. Et du coup, je voulais vous parler dans le temps qui m'est imparti du Good Psychiatric Management, donc truc américain. Qui est pas mal, parce qu'en fait, il a été créé par un psychiatre qui s'appelle John Gunderson. J'ai mis sa photo là. Je sais pas si vous voyez bien, il fait une petite tête mignonne. Et Nicolas de la communication a cru que c'était ma photo. Et que j'étais bizarre, quoi. Mais en fait, il est mort il n'y a pas très longtemps, et c'est un grand monsieur du trouble borderline. C'est lui qui est auteur de la création du diagnostic dans le DSM-3. Il s'est bagarré pour que ce soit sorti... des limbes, des problématiques non psychiatriques pour que ça devienne un diagnostic à part entière. Il a essayé de se bagarrer d'ailleurs pour que ça sorte des troubles de personnalité, mais bon, ça n'a pas forcément marché. Mais c'était juste pour vous dire que je pense que c'est vraiment une personne importante et je vais le citer aujourd'hui, donc je trouve que c'est bien de le rendre à César ce qui est à César. Et je vais ouvrir cette présentation par la lecture de la préface de son livre, qui est très courte, donc ça va. Mais c'est juste parce que j'ai lu ça il y a une dizaine d'années quand je commençais l'internat et ça m'a ouvert les yeux et je voulais vous le partager du coup. Alors je l'ai traduit moi-même, donc peut-être des choses un peu pas terribles quoi. Alors voilà, donc son livre Good Psychiatric Management, je vais vous le montrer après. Les patients avec un trouble borderline constituent environ 20% de la patientèle hospitalière ambulatoire. À une époque où les coûts de la santé flambent, les soins qui leur sont apportés sont très inconstants, en qualité, peuvent même être iatrogènes. Les patients borderline ont le droit d'attendre mieux, ou au moins que les professionnels de santé qui les soignent aient reçu une formation au moins basique sur le sujet. Donc là, ils parlent des États-Unis, hein, vous voyez, ils ont le même problème que nous. Malheureusement, la formation de la plupart de ces professionnels se fait sur le tas, avec des superviseurs qui n'ont pas de formation initiale sur le trouble borderline. Les formations initiales n'incluent souvent pas d'informations sur la psychopathologie, ni sur les traitements basés sur les preuves. La plupart des professionnels avouent facilement que leur formation est insuffisante pour se sentir à l'aise et capable de prendre en charge ce trouble. Ce manque de formation et de confiance sont symptomatiques d'un contre-transfert, il a une formation psychanalytique, collectif au sein de la psychiatrie et de la médecine. La plupart des psychiatres et autres médecins n'aiment pas et évitent activement les patients borderline. Bien sûr, ce n'est pas juste un contre-transfert, c'est en partie à cause des mythes persistants dont on vient de parler et que les traitements semblent requérir. Difficiles, longs, coûteux. Malheureusement, derrière ce manque de formation, d'enthousiasme et de confiance en soi des thérapeutes se cache la réalité que les patients borderline peuvent être difficiles. Ils challengent activement l'autorité et les compétences professionnelles durement acquises. Bien que ces perspectives peuvent éclairer les échecs persistants de notre profession à proposer une formation basique, elles ne les justifient pas. Il est temps pour le professionnel de la santé d'embrasser les challenges posés par les patients. Le trouble borderline ne va pas nous permettre de l'ignorer. Nous avons les connaissances pour dépasser ce challenge et d'être récompensés pour l'avoir fait. On sent l'américain qui fait un petit discours enthousiasmant. Et du coup, alors il n'a pas toujours été comme ça, Gunderson. Hein. Il a commencé comme tout le monde à l'époque où le trouble n'était pas reconnu. Et donc il en parle, il le dit. Rétrospectivement, je reconnais que mes premières réactions face à ces patients étaient gouvernées par les craintes d'être contrôlés ou séduits, plutôt que par mes espoirs de protéger et prendre soin. Donc j'ai appris à établir des limites, reconnaître l'agressivité cachée et éviter les régressions. C'était comme ça qu'on les formait à l'époque. Et du coup, de façon défensive. Bien sûr, apprendre cela, ça m'a amené à faire de nombreuses erreurs, à blesser, à abréger les traitements ou échouer dans les traitements. Cela a aussi apporté des regrets, des excuses et beaucoup d'humilité. Comme mes craintes d'être intrusée ont régressé, mes envies de prendre soin ont émergé. J'ai travaillé à écouter, valider, être empathique. Pendant ce temps, j'ai commencé à expérimenter des sentiments inattendus de compassion et de tendresse. J'ai appris que le fait que mes patients borderline me fassent confiance et dépendent de moi était un objectif.
Les cliniciens qui travaillent dans réaction négative envers leurs patients borderline et qui développent la compassion envers eux seront prompts à les aider. J'espère que les lecteurs de ce livre, c'est tiré d'un livre, vont trouver cela vrai dans leur expérience. J'espère que c'est ce que vous pensez aussi. Je ne pense pas être particulièrement douée et je ne crois pas que seuls les experts peuvent être des thérapeutes efficaces. Donc ça, c'est vraiment un point important à garder en tête, qu'on va vous donner des abréviations américaines qui vont vous paraître un petit peu insondables et difficiles. Mais le GPN, c'est vraiment un modèle qui est créé pour tout un chacun, pas spécialiste. Je suis allée en stage dans un service où le chef disait de toute façon, nous, on est des nouilles sympathiques. Et je trouve que ça résume vraiment bien l'esprit du GDX. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et globalement, c'est beaucoup de bon sens. J'ai un petit cas clinique, mais je le garde après. D'accord ? Donc j'ai des conflits d'intérêts parce que je suis bénévole dans une asso qui s'appelle Konetsu Familial où on aide les proches des patients borderline, je leur parle à la fin, et je suis formatrice au CREPI. Les messages clés, le GPM est un modèle relativement facile à mettre en place, même sans moyens. Il est basé sur la psychoéducation et la collaboration active, et l'objectif est que le patient il ait une vie. C'est une distinction avec d'autres thérapies qui parfois, l'objectif c'est de dans les symptômes. Du coup, je reprends la même diapo, c'est lui qui a fait l'étude. Du coup, là, c'est les recos anglaises qui datent de 2009, qui n'ont pas encore été mises à jour, mais bon, depuis, il y a des recos suisses, canadiennes, toujours pas françaises. Et ça reprend des choses qui vont vous paraître évidentes, qui étaient déjà dans le discours de Salomé et qui reviennent là, où en fait, ils nous disent que éviter la stigmatisation pour avoir un meilleur accès aux soins, laisser un maximum d'autonomie et de choix aux patients lors des crises, avec une notion de conséquence des actes de responsabilisation, essayer de créer un maximum de relations de confiance, garder espoir et être optimiste, anticiper les transitions et les fins de thérapie. Anticiper, ça va faire partie de ce qu'on appelle être proactif plutôt que réactif. Et on sait, quand on a vécu des séparations difficiles, qu'il faut mieux l'anticiper. Et puis le rôle des soignants de deuxième ligne, donc nous, c'est d'évaluer, de faire des objectifs réalistes à court terme, des objectifs réalistes à long terme, notamment le fait d'avoir une vie scolaire, professionnelle, en tout cas une forme d'insertion sociale, après on le définit comme on veut, faire des plans de crise et proposer un traitement. Vous voyez, on revient sur des choses très basiques dans les recommandations anglaises et vous allez voir que le GPL, il répond pas mal. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs que vous faites déjà, en fait. Si vous êtes dans cette salle, j'imagine qu'on a un petit biais de recrutement. Donc il y a des choses, c'est évident, il est fait. Donc ce modèle, il est créé pour traiter. Donc l'idée, c'est vraiment de voir le trouble et d'en prendre. On n'est pas juste sur de l'accompagnement. Hein. L'objectif, c'est que les symptômes disparaissent dans le but d'avoir une vie. Pas de nécessité de formation particulière. Donc là, on fait une mini-présentation, mais sachez que des collègues, si ça nous intéresse, qui peuvent faire ça en France, c'est fait en une journée ou deux. Ça va assez vite, en fait. Et on peut le réaliser tout seul en ambulatoire. On est sur une grande flexibilité, on n'est pas obligé d'avoir une équipe formée, 1 million de personnes, beaucoup de sous, etc. Ça, c'est une image qui m'a fait un peu rigoler. Oui. Je vais vous la traduire. C'est cette thérapeute qui demande aux patients « Qu'est-ce que ça vous fait quand je suis sur le point de me balancer, là, enfin de tomber ?» Voilà. Et en fait, on voit que lui, il est tout content de faire ça, et le patient, on n'est juste pas qu'il s'en fout un peu. Et voilà, ça vient illustrer la théorisation du GPM qui pense qu'en fait, le patient borderline, il a une hypersensibilité interpersonnelle. Ce qui paraît assez évident. On a une grande sensibilité à l'abandon, à un conflit, à tout ce qui peut aller briser la sensation qu'on est en connexion avec l'autre. Donc voilà, c'était la petite image pour vous illustrer. Et hop, ça je l'ai scanné de mon bouquin, donc ça ne vaut pas très bien, mais en fait en mots, c'est connexion avec l'autre, aïe, sentiment de menace, parce qu'il y a un stress extérieur, interpersonnel qui vient de se passer, on ne se sent pas connecté avec l'autre, on peut se retrouver anxieux, en colère, on dissocié, etc. Et là en fait c'est intéressant parce que vous avez les deux flèches. Sur la gauche, la flèche, c'est on est soutenu. Sur la droite, c'est on est rejeté ou l'autre se met en retrait. Et en fait, selon l'attitude de l'autre à ce moment-là, en fait, on peut plonger dans la troisième bulle qui est l'isolement, donc avec des symptômes qui vont flamber, en fait, avec des notions de dissociation plus fortes, de la paranoïa, de l'impulsivité, les moments où les tentatives de suicide peuvent apparaître, qui sont dans la case désespoir, la quatrième.
Donc en fait, l'idée, c'est de montrer qu'il y a une forme de... C'est pas du 0 à 1, comme on a souvent l'impression que c'est très impulsif, il y a une évolution. Et puis la façon dont on va réagir, nous, peut impacter. Et donc, sur la gauche, il est marqué soutien par l'autre, mais ça peut être aussi soutien en mode sauvetage. Et c'est aussi comment savoir se positionner. Donc c'est ça aussi qui est important. Les principes du GPM, là, je vous en ai listé, je pense, 8. Dont proposé de la psychoéducation, Gunderson pense qu'il faut très rapidement faire le diagnostic et expliquer aux patients qu'est-ce que c'est le trouble borderline et donner des infos de base. J'ai une diapo sur ça juste après. Être actif pas réactif, ça je vous l'ai dit, anticiper les choses, pouvoir se dire qu'on anticipe au maximum pour éviter de se faire un peu coincer, ce qui est difficile de tout faire, mais par exemple, voilà, quand on est interne de psychiatrie par exemple et qu'on sait qu'on s'en va, on anticipe déjà la fin, on commence à en parler avant, etc. Et ça peut être aussi une occasion d'apprendre en son. Être réfléchi, on doit être un modèle de réflexivité, c'est ce que disait tout à l'heure Salomé. On est là aussi pour modéliser ce qu'on essaie de voir avec les patients, donc on doit aussi montrer qu'on est quelqu'un qui essaye de penser d'abord, de réfléchir, de mentaliser un peu ce qu'on vit. Et la relation thérapeutique est réelle autant que professionnelle. On s'attend à ce que le patient s'attache à nous, qu'on s'attache à d'autres, ou voilà, qu'on vive des choses comme ça, mais ça fait partie du bagage, en fait, ça fait partie du jeu quand on fait ce genre de prise en charge. Deuxième diapo sur les principes, on attend un changement. Gunderson, il part du principe que si au bout d'un mois, on commence à avoir des signes que ça avance pas trop, 3 mois, ça avance pas trop, 6 mois, ça avance pas trop, on réajuste assez vite. On laisse pas une situation s'encrasser pendant des années parce que le patient s'en rend de plus en plus désespéré et puis le thérapeute de plus en plus malheureux. Donc en fait, on est là aussi pour agir assez vite si jamais on sent que ça va de moins en moins bien. Responsabiliser, ce qu'on disait tout à l'heure sur les recommice. L'idée, c'est pas de punir le patient et de le rendre responsable de tout. L'idée, c'est juste de capter que des fois, on doit réparer nos erreurs ou on essaye de faire au mieux pour qu'on ait une forme de responsabilisation à peu près adaptée, ajustée à la vie réelle, en fait. Focaliser sur la vie en dehors du traitement. Donc, ça peut être la réinsertion, mais ça peut être aussi tout ce qu'on fait en dehors de la thérapie, quoi. Et Gunderson, il disait souvent « work over love ». C'est l'idée de se remettre au boulot. Alors, on n'est pas forcément tous d'accord avec ça, mais c'est le côté de ne pas se laisser bouffer par des situations amoureuses, émotionnelles, amicales qui nous bouffent de l'intérieur pour justement avoir une vie et on est fier de ce qu'on fait, on accomplit, etc. Et puis, principe de base du traitement, être flexible, pragmatique, éclectique. On a une forme de liberté dans le format de la thérapie qu'on propose. Lui, il propose une psychothérapie hebdomadaire, mais vous doutez bien que c'est pas si facile à mettre. Et il propose aussi que, par exemple, si les gens doivent faire une thérapie de groupe, c'est pas avec lui, c'est avec un autre. S'il y a la guidance familiale, parentale, c'est avec d'autres aussi. S'il y a quelqu'un qui doit gérer les traitements, c'est pas forcément un psychothérapeute. Donc c'est aussi avoir en tête qu'on peut pas tout faire, des fois tout seul. Donc ça, c'est très flexible, c'est expliqué dans le livre. Du coup, Jude, ça c'est un peu décalé le nécessaire. Mais bon, vous comprenez, il y a 3 grands axes. La réflexivité, donc d'abord, penser d'abord. Le patient, vous voulez l'aider à penser d'abord, donc vous allez penser d'abord. Ensuite, la réinsertion sociale, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et les expériences correctrices, le fait de vivre des expériences qui vont venir apprendre quelque chose ensemble et peut-être corriger une expérience, peut-être avec d'autres thérapeutes compliqués ou des expériences de vie qui ont été traumatisantes, puisqu'on sait à quel point le trauma est fréquent dans cette population. Et du coup, la psychoéducation, il propose d'être assez transparent sur un certain nombre d'informations. Après, à voir comment chacun le met en avant, mais en tout cas, il dit on peut parler du côté héritable du trouble borderline. Héritabilité, c'est pas forcément comme les maladies génétiques qui se refinent de façon autosomique dominante. Ça peut être aussi des traits d'impulsivité au niveau gestion émotionnelle, etc., qui sont présents dans la famille, et on observe ça quand même dans le fonctionnement familial. On parle aussi de la sensibilité au stress de l'environnement, avec un trouble qui va, comme on l'a vu sur le modèle avec les 4 bulles, être très sensible à ce qui se passe autour. Donc ça, on en parle. On parle aussi du niveau cérébral. Donc, depuis que le livre a été écrit, il y a beaucoup d'études de neurosciences qui se sont mises à jour, mais globalement, il y a un problème de connectivité entre 2 parties du cerveau. Celle qui régule en gros la gestion de la peur et l'impulsivité, et celle qui organise, planifie, etc. Donc l'amygdale et le cortex préfrontal. Et ça a été prouvé par de nombreuses études. Et puis la plupart des patients vont entrer en rémission. C'est donner de l'espoir aux patients, on l'a vu sur la courbe avec les chiffres qu'a dit Salomé.
Ensuite, il y a plusieurs traitements basés sur l'épreuve Yedi. Vous allez entendre parler de plusieurs aujourd'hui. Vous en connaissez peut-être d'autres. Mais c'est important d'avoir en tête que voilà, il y a de l'espoir, quoi. On n'est pas sur un truc qui se guérit pas, comme ça s'est dit beaucoup, ou qui se rétablit pas. Et puis, la majorité des patients s'améliorent significativement son traitement. En effet, sur les études de cohorte, on a des évolutions spontanées sans traitement. Au niveau international, on est sur du 17% d'accès à des soins psychiatriques généraux en la population mondiale de gens qui ont un trouble borderline. Donc, grosse majorité, ils se débrouillent tout seuls. La biblio, du coup, je vous ai parlé d'un bouquin que je vous cite tout le temps, mais il est en anglais, donc il faut avoir envie. Il est très cool, parce qu'il y a des cas cliniques, tout ça, mais il faut avoir envie de le lire. Donc je le dis là. Et sinon, ils ont fait la version ado en français, et clairement, il y a plein de trucs en commun avec les ados. Et du coup, voilà, il est marqué sur la diapo. Donc je voulais, si j'ai 3 minutes, faire un bout de cas clinique, parce que en vrai, c'est hyper intéressant. EGDM, en termes de formation, c'est beaucoup basé sur des cas cliniques qu'on partage. Donc si ça vous va de jouer avec moi, je vais vous proposer des choses, et pour répondre en 1, 2 ou 3. Le 1, c'est faut absolument pas le faire, c'est ça, hein. C'est l'inverse, hein. C'est faut le faire. C'est vraiment bien de le faire. 2, c'est on peut le faire, mais ouais, on hésite, peut-être bien, peut-être pas bien. 3, c'est non, faut vraiment éviter, c'est iatrogène. Ça, hein. Du coup, je vous fais pas une histoire de la maladie hyper longue, c'est un mini cas clinique, c'est juste pour vous illustrer des principes du GBM. Et donc, c'est notre amie Laura qui a 25 ans, qui a un diagnostic de borderline et qui est hospitalisée pour la 8e fois en 2 ans. Le psychologue et la psychiatre qui la suivaient ont décidé d'arrêter, puisque ses comportements suicidaires, ils ne font qu'augmenter. Donc on vient vous chercher pour savoir si vous seriez d'accord pour donner un avis sur son traitement, sa thérapie, et si vous voulez devenir son nouveau psychiatre. Donc ceux qui ne sont pas psychiatres, mettez-vous dans notre peau. Donc lors de l'évaluation initiale, est-ce que vous demandez à Laura de signer un contrat écrit qui stipule qu'elle ne va pas se scarifier ou faire une tentative de suicide? 1, 2 ou 3? Vous avez le droit de lever les 1, vous levez la main. 1, c'est faut le faire, plus. 1, c'est faut le faire. Alors, personne. C'est ce qui est proposé en TCD. Bah ouais. Donc en fait, si vous êtes dans un contexte TCD, c'est ce qu'on fait, mais pas en GPL. Vous demandez à son ex-psychiatre et psychologue si la patiente est traitable. En gros, vous les contactez. 1, 2 ou 3. Vous avez le droit de lever les mains avec les chiffres. Comme ça va plus vite. Allez. Ah, je pense que ceux qui disent rien sont en 2, hein. Ils hésitent. La réponse, c'est 2. C'est qu'en fait, ça peut être instructif. Vous allez notamment apprendre qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas marché, et votre but, c'est d'être proactif et d'anticiper que ça ne recommence pas avec cette patiente, puisque vous n'êtes pas meilleur que les autres, hein. Peut-être que ça va recommencer avec vous. Et donc, l'idée d'avoir un peu d'infos, c'est intéressant. Par contre, leur jugement n'est pas là pour vous dire « Ah bah oui, elle est traitable ou non traitable », c'est aussi vous qui évaluez. Troisième question. Est-ce que vous évaluez la dangerosité de cette patiente, la dangerosité suicidaire, en différenciant les intentions suicidaires des gestes auto-agressifs? 1, 2 ou 3? Ah, mais t'as tous d'accord. Moi qui suis pédopsie, c'est un enfer. C'est hyper dur. Mais oui, en effet, il faut évaluer cette dangerosité, en fait. C'est hyper important. Les patients qui sont multi-hospitalisés, qui viennent beaucoup aux urgences, etc., parfois, on passe au-dessus de l'évaluation parce qu'on a tendance à minimiser le risque, mais on peut vraiment avoir des tentatives de suicide qui sont dont on ne se rend pas compte parce que c'est noyé au milieu d'autres demandes de soins. Donc, il faut toujours revenir à évaluer la dangerosité, mais ce n'est pas toujours évident, avec des fois des patients qui vont avoir du mal à qualifier si c'est intentionnel ou pas. Et puis, avant de décider de la prendre en soin et d'aller au psychiatre, vous obtenez une histoire de l'enfance de la patiente pour comprendre les sources développementales de sa suicidalité. 1, 2 ou 3. On rappelle que c'est la première évaluation, vous y allez en premier cours. Il y a des 1 francs, il y a des 3, il y a des 2. Beaucoup de 2, j'imagine, les doigts pas levés. Là, c'est plutôt 3. Alors ça se discute, c'est 3 dans le bouquin, moi je dirais 2.
parce qu'en fait, c'est pas une priorité pour cette première évaluation. Ça risque d'être long d'avoir les informations. Et c'est pas forcément ça qui va vous aider dans l'ici et maintenant à entamer le traitement. Mais c'est vrai que personnellement, moi je suis pédopsie, j'aurais plus mis, oui, un petit peu quand même. Donc voilà un peu sur le jugement. Donc voilà un peu sur un doute cas clinique, et il y en a plein dans le bouquin comme ça, et c'est hyper utile parce que le 1, 2, froid, ça permet aussi de se rendre compte que les choses, elles sont pas noir et blanc. Donc voilà, ça aide aussi à se dire, bah oui, des fois ce que je fais, ça se défend en fait. Et puis du coup, juste, je vous ai mis la biblio, et j'ai 2 sites ressources. Il y en a un qui a été fait par mon ami Martin, qui est un psychiatre à Lyon, qui a créé un réseau lyonnais des troubles de la personnalité. Et c'est très facile, c'est RA-TP. Et en fait, il met des ressources, des documentations à donner pour les patients. Là, par exemple, il y a des choses à donner, psychoéducation. Il y a des choses pour les professionnels. Il y a par exemple toutes les formations TCD, GPS, etc. qui sont dispo en France. Et puis, il y a des questionnaires aussi, si vous voulez faire passer des questionnaires aux patients, tout ça, qui sont mis sur son site. Donc voilà. Et la deuxième, c'est l'association procheborderline.com. C'est l'association Connexion familiale dont je suis bénévole, qui aide les familles. Et leur site, il est plutôt bien fait, avec aussi pas mal de documentation pour vous, ou pour les proches, ou pour les patients. Voilà. Du coup, je vous remercie. Il y a une ou deux questions. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Du coup, j'avais une question par rapport du coup, au GPL. Pour vous, le trouble borderline se guérit? Il se traite, Oui, vous êtes en train de pointer ce qu'a dit Salomé et moi, il y a une petite discordance. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai repris ce qui est marqué dans le bouquin, et c'est vrai que je suis d'accord que ça peut se questionner, surtout dans la perspective rétablissement, que le terme guérison, il est peut-être un peu mal utilisé. Mais ça se discute, parce que finalement, quand on voit les études de cohorte avec des gens, des fois, qui passent vraiment sous le seuil des symptômes, en fait, techniquement, le diagnostic a disparu. Donc en fait, c'est aussi une histoire de définition, et notamment à l'adolescence. Moi qui vois des enfants, moi je pose des diagnostics à l'adolescence avant 18 ans sans problème, surtout quand on est sur des gros symptômes qui évoluent depuis longtemps. Après, je préviens qu'ils vont ils ont une chance sur 2, d'après les corps, d'être limités à l'adolescence et que ça n'évolue pas vers jeune adulte. Et donc voilà, ça peut être un diagnostic. La réalité dans les études de cohorte, c'est que les gens, ils ont plusieurs diagnostics dans la vie. Ce qu'on appelle la continuité hétérotypique. Donc en fait, ces gens-là, on va les diagnostiquer borderline à l'adolescence, avant ils étaient TDAH quand ils étaient enfants, plus gros facteur de risque, puis en fait peut-être qu'après ça va évoluer sur un autre trait, par exemple trouble de personnalité évitant, des choses comme ça. Et ça vient questionner les diagnostics catégoriels en fait, sur le fait de changer autant. Donc voilà.